J'inspire, je me calme. J'expire, je relâche toutes les tensions de mon corps. Calme, relâchez les tensions. J'inspire, ma respiration devient plus légère. J'expire, je souris. Légère, sourire. J'inspire, je m'établis dans le moment présent. J'expire, je sais que c'est un moment merveilleux. Moment présent, moment merveilleux.
Merci. Excusez-moi, je m'absente quelques secondes pour relever mes volets, maintenant que le soleil est parti, et j'arrive. Tout le monde a bien entendu? Oui, avec des gestes. Ça va. Pépino, il est toujours en forme de statue. Je m'excuse, j'ai un peu violenté la cloche au début, mais parce que j'ai peur qu'on n'entende pas en fait. Ah voilà, Pépino. Et alors, j'ai reçu beaucoup de questions et quelques thèmes, mais bon, ça se recoupe, hein, les questions, les thèmes se recoupent à peu près. À part la chanson à chanter que je ne chanterai pas. Euh, Aujourd'hui, cet après-midi, je suis allé marcher parce que j'ai quelques petits problèmes de douleur et des fois la marche, ça peut m'aider. Et ça ne m'a pas aidé. Mais pendant que je marchais, j'ai invité mes parents à marcher avec moi. Parce que j'ai su que eux aussi avaient eu beaucoup de douleurs en fait. Et même avec une forte douleur, on peut arriver à marcher de telle sorte que on se sent assez bien quand même. On arrive à être paisible, pas complètement détendu, bien sûr, hein, c'est pas évident, mais j'arrive à être paisible. Et de ce fait, je sais que en prenant mes parents par la main, c'est juste, en fait, c'est pas une imagination, hein. C'est un, c'est une concentration. Et en faisant cela, mes parents deviennent l'objet de ma méditation, de ma concentration. Et je peux voir aussi donc toute leur souffrance. J'ai pas beaucoup connu mes parents, mais je sais qu'ils ont quand même pas mal souffert, hein, comme les gens d'autrefois souvent. Et j'essaye de marcher pour être paisible à leur place. Génétiquement, évidemment, tout le monde sait, hein, nos parents sont en nous, bien sûr. Et même s'ils ne sont plus là physiquement, ils sont vraiment là en nous. Et nous avons, on pourrait dire, hérité de quelques petites choses qui viennent de leur part. On a hérité de quelques souffrances.
On a hérité des bonnes choses aussi, hein, bien sûr. Et essayer de marcher paisiblement avec ses parents, un dans chaque main, c'est un moyen de guérir les blessures pour soi-même aussi. C'est un bon moyen. C'est pas juste une idée en fait, c'est une vraie pratique. Et on peut inviter n'importe qui, on peut inviter un ami, ou on peut inviter quelqu'un qui s'appelle l'enfant intérieur. C'était nous, il y a quelques années. L'enfant que nous étions, c'est notre ancêtre aussi. Et lui aussi a reçu des blessures que peut-être aujourd'hui nous alimentons encore. Ça, c'est possible. Et après, quand je suis rentré à la maison tout à l'heure, j'ai dit à ma femme, je sais plus quoi je vais leur dire, j'ai tout oublié. Mais qu'est-ce que je vais dire? J'ai vu quelques sujets comme comment pratiquer avec, avec des personnes qui ne pratiquent pas ou des choses comme ça, mais c'est souvent le cas pour beaucoup de gens, c'est mon cas aussi. Et c'est pas, disons que la pratique, c'est pas aussi difficile. Il faut voir les choses plus légèrement. Les personnes qui nous entourent à la maison sont notre communauté directe, qu'elles soient pratiquantes ou non. Et dans mon cas, je sais que c'est sûrement le meilleur moyen pour que je pratique bien. Puisque sans cesse je suis remis en question, sans cesse je dois trouver des moyens d'être plus paisible, plus tolérant avec moi-même et dans ma famille. Bon, j'ai quand même la chance de pouvoir faire à peu près comme je veux, mais de toute façon, je ne perds pas de vue que la vie de la famille est prioritaire en fait. Et que c'est dans cette action-là que je peux marcher en pratiquant la respiration consciente, par exemple. Je peux faire quelque chose avec ma femme sans en avoir l'air, comme ça, je peux tout à fait être présent. Et le fait d'être présent à l'autre, c'est déjà la pratique. C'est déjà ça. Je n'impose pas des méditations qui durent des heures ou des choses comme ça. Je fais la méditation assise, bien sûr, mais je ne me limite pas à la méditation assise. Des fois, c'est 5 minutes, des fois, c'est 30 minutes. Euh, mais il y a des jours, c'est pas du tout. Par contre, je peux marcher, même dans l'appartement, je fais la marche lente. Et je peux pratiquer le calme, le retour à soi dans les actes quotidiens de la vie. Et d'ailleurs, c'est ce que Thaï nous demande, en fait. Si on se limite à la méditation assise, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant.
Parce que si après la méditation assise, on ne reste pas dans une énergie au mieux possible, hein, évidemment, on peut pas être à 100%. Et il faut aussi des moments où on oublie. Mais globalement, de temps en temps, on saisit une occasion comme laver une assiette ou balayer le sol ou passer l'aspirateur ou faire du repassage pour revenir à soi. Et on fait ça plus lentement, plus paisiblement. Au village, on appelle ça le travail méditatif. Mais c'est un bon moyen. C'est vraiment un très bon moyen. Et surtout, il faut le faire plusieurs fois dans la journée, des petits moments. Faut pas que ça dure longtemps parce que sinon on peut se fatiguer. Et, et un jour, eh bien, on sera un peu dégoûté, quoi. Il y a en 1986, quand j'ai eu un problème de santé, mais c'était pas un vrai problème de santé, et je suis arrivé au village et Tai a compris tout de suite et il a rigolé et il m'a dit, mais Jean-Pierre, la méditation, c'est pas sérieux. C'est pas un exercice de force. C'est quelque chose de joyeux. Il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées. Mais j'étais beaucoup plus jeune, donc j'avais beaucoup d'énergie. Maintenant, c'est plus facile, j'ai pas d'énergie du tout, donc là, dans ce cas-là, tout va bien. On m'assoit quelque part, je m'endors. On me dit lève-toi, je me lève. Tout baigne. Fais la vaisselle, je fais la vaisselle. Voilà. Et quand il y a quelques tensions qui arrivent, alors euh, on- je ne crie plus, quoi. C'est avant de dire quelque chose, on pratique le silence. On pratique le silence, oui. C'est devenu une règle à la maison. On ne s'énerve pas comme avant. Le silence est toujours bienvenu dans ce cas-là. Et avec la respiration consciente. Et on essaye de nourrir la joie tous les jours, au quotidien. Je ne suis pas sûr que si mon épouse était une pratiquante, membre de l'inter-être, je ne suis pas sûr que ça marche aussi bien en fait. Pas du tout. Longtemps j'ai pensé que c'était un problème, mais aujourd'hui je sais que c'est un avantage. Une personne qui ne pratique pas, ça m'oblige à être plus diligent. Le risque dans la méditation, c'est la complaisance, le relâchement. On peut s'octroyer un peu plus de liberté. C'est pas qu'on ne doive pas s'en octroyer, mais on peut se limiter seulement à quelques assises, c'est tout. Et dans ce cas-là, ce n'est pas bénéfique. L'important, c'est de créer une nouvelle énergie d'habitude. Ce ne sont pas mes mots, hein, ce sont les mots de Tai dans un enseignement. Parce que dans notre vie, on a beaucoup d'énergie d'habitude qui nous emmène très loin du moment présent, de l'endroit où l'on est. On est très loin. On s'en rend pas compte, pas forcément. Et on peut être dans le passé, dans le futur,
ou ailleurs, dans un autre endroit. Le corps est là, mais la tête n'est pas vraiment là. Ou on consomme de la télévision, de l'internet, ou toutes sortes. Et pour mon cas, du chocolat. Donc, en pratiquant la pleine conscience, diluer le plus possible tout au long de la journée, alors on crée une nouvelle énergie d'habitude. Ceci doit être fait très légèrement, très paisiblement. Et quand on sent que ça devient un peu trop tendu ou on est fatigué, alors il faut oublier. Il faut l'oublier. Il ne faut pas faire de la pleine conscience une dictature. Mais les personnes les plus appropriées quand on est à la maison, ce sont les personnes qui sont à la maison, ça c'est sûr. Quelle que soit leur pratique ou leur non-pratique. Tai a déjà parlé souvent de ça aussi. Il a dit c'est la pratique de la non-pratique. Préparer un petit plat, c'est tranquillement, c'est une méditation. C'est un moment qui permet de regarder en profondeur et de s'arrêter d'abord. De s'arrêter de quoi? De s'arrêter des pensées. Juste être là pour faire ce qu'on est en train de faire. On va pas très vite, on va lentement pour pouvoir s'arrêter. Et quand l'arrêt est là, on peut voir vraiment en profondeur. Et alors on prend les choses faciles, toujours. Ça, il a souvent parlé de la pluie, du soleil, des nuages. Mais oui, ça, il faut s'exercer à ça. Dans un livre avec lequel j'ai travaillé récemment, là, tu as dit la vision profonde, ce n'est pas un flash, c'est une pratique. Une pratique au long cours. Il ne faut pas faire ça en une fraction de seconde, on a vu quelque chose, non. Il faut le répéter sans cesse. Si je regarde les orchidées devant ma fenêtre, j'essaye de voir un peu plus loin que l'orchidée. J'essaye de voir de quoi elle est faite instantanément et de garder cette vision. Et pourquoi cela? C'est parce que c'est très utile lorsqu'on a une émotion forte, comme une colère ou une tristesse ou du désespoir. On s'arrête et parce que ces émotions-là, c'est comme les fleurs, c'est pareil. Elles sont faites de choses qui ne sont pas elles-mêmes. C'est ça qu'il faut voir. Il faut imaginer des champs de blé sur des collines vallonnées comme ça. J'ai eu l'occasion de faire ça avec Tai, dans un endroit qu'il avait avant le village. C'est très vallonné et c'est des endroits où on plante que du blé. Et quand il y a le vent, Tai nous a dit regardez, regardez les vagues de la mer. Mais si on regarde et on contemple les champs de blé et qu'on ne voit que les produits chimiques, la destruction de la vie pour que les champs de blé puissent pousser, si on ne voit que ça, la méditation n'est pas correcte. Tai, quand il a regardé les champs de blé, la première chose qu'il a vue, c'est la beauté des vagues de la mer sur les champs de blé. Ça m'amène un peu à la situation actuelle.
Si on regarde dans la situation actuelle uniquement ce qui ne va pas, alors ce n'est pas une vision juste. Il faut aussi voir tout ce qui est beau, hein, tout ce que cette situation a créé de beau et d'humanité en fait. Il y a beaucoup d'entraide, hein, il y a beaucoup d'entraide entre les gens, beaucoup de gens qui se mobilisent hein, pour les autres. C'est vrai que cette période est une période propice pour le retour à soi, évidemment, et sûrement que c'est mieux de faire ça que de sombrer dans l'inquiétude à propos du futur hein, ou à propos de la santé. Bien sûr, on y pense, mais il ne faut pas nourrir ça. On sait que c'est là. Et c'est pourquoi tous les jours, pratiquement, hein, assez souvent, disons, je prends du temps pour m'asseoir et contempler des choses simples de la vie, des choses belles qui nourrissent. Je n'ignore pas le reste. C'est comme si, pour une personne, à la maison, vous pensez, ah, de temps en temps, elle m'embête. Et si vous regardez que ce qui ne va pas chez l'autre personne, c'est pas juste. Parce que dans ce cas-là, il faut regarder ce qui ne va pas chez nous, d'abord. Et si on fait ça d'abord, dans ce sens-là, alors ça relativise beaucoup de choses. Et tout d'un coup, on s'aperçoit de tout ce qui va bien chez l'autre personne aussi. Mais pour que ça marche, il faut regarder ce qui va bien chez soi aussi. Voilà. On n'ignore pas ce qui ne va pas, mais on ne le nourrit pas. Parce que ça nous éloigne du chemin de la pleine conscience, en fait. Et on s'enferme dans quelque chose. C'est ça l'engagement dans le bouddhisme. Le bouddhisme engagé, c'est ça. Il faut travailler comme ça, à son propre niveau d'abord. Et la première communauté où faire ça, c'est à la maison. Pourquoi? Parce que à la maison, c'est l'endroit le plus difficile. En soi-même et à la maison, c'est l'endroit le plus difficile. Et c'est l'endroit où on travaillera le plus, entre guillemets, bien sûr. Pas d'effort. Il faut trouver comment agir l'effort juste. L'effort juste, c'est celui qui demande de ne pas faire d'effort. Ça fait partie du noble sentier octuple. C'est le, c'est le sixième, je crois. L'effort juste, la diligence juste à la maison. La maison, c'est le premier centre de pratique. La première sangha, c'est la famille. Et s'il y a des personnes qui vivent seules, alors la première sangha, c'est soi-même, avec l'enfant intérieur. Il y a déjà beaucoup de travail. Bien sûr, il faut rencontrer les amis pour se ressourcer, aller dans la sangha, aller rencontrer les monastiques, parce que ça permet de relâcher les tensions. Quand on est tout seul à la maison, peu à peu, on peut se tendre. Je commence à avoir une certaine habitude de ça depuis au moins 37 ans. Et maintenant, je commence à repérer les moments de tension.
Et c'est les moments où je lâche tout, j'arrête tout, je ne cherche pas à gagner quelque chose. Durant cette période de confinement, qui finalement pour moi c'est pas lourd à vivre, hein, pas du tout. Ça fait 6 ans que je suis confiné à la retraite, alors tout va bien. 2 mois, c'est pas grand-chose. Euh, Quelque chose, ah oui, bon, je l'ai pas, je l'ai noté, mais je l'ai pas là. Mais je le sais de mémoire, je le sais. Il y a quelque chose qui a surgi en moi. Pourtant, c'est un sutra qu'on a lu chanter très souvent, hein, c'est le sutra du cœur. Et finalement, il y a quelque chose qui a émergé de ce sutra un jour et qui dit que il n'y a rien à obtenir. Et du fait qu'il n'y a rien à obtenir, alors on se sent plus libre. Quand on sait vraiment ça, ça c'est, je la connais. La petite, je la connais. Je l'ai déjà vue. Coliane, c'est Coliane. Il n'y a rien à obtenir. Si on pratique la méditation et qu'on a une idée de vouloir réussir quelque chose, obtenir l'éveil, si c'est une volonté, alors ça va pas être facile. C'est certain, c'est certain, d'autres maîtres, même Thaï l'a dit, si on pratique la méditation et c'est pas pour obtenir l'éveil, alors pourquoi on est là? Mais il faut faire attention aux paroles. En même temps, on pratique la méditation pour ne pas obtenir l'éveil. C'est le seul moyen d'y arriver. Et l'éveil, c'est quoi? C'est tout simple. C'est on n'est pas emporté par nos émotions. Si on est emporté du moment présent, alors il faut continuer à pratiquer. Mais si on a réussi, alors il faut aussi continuer à pratiquer. Et il faut faire attention que le présent, le moment présent ne soit pas une idée. Le moment présent, c'est une pratique. C'est une pratique de chaque instant et qu'il faut savoir renouveler tout le temps. La joie est un bon moyen pour ça. Quand je marche dans mon appartement, j'ai la chance d'avoir une certaine longueur. Je peux faire au moins 30 pas à l'aller, donc ça fait 60 allers-retours. Je vais très lentement en faisant une inspiration sur un pas, une expiration sur un pas, très légèrement. Mes pieds, c'est comme un ami a dit au village, Jean-Pierre, on dirait que tu flottes quand tu marches. Donc, voilà, c'est ça, il faut arriver à ça, à marcher de telle façon que ce soit tellement léger que le corps est très détendu et peu à peu, il y a une joie là-dedans. Il y a un bien-être, c'est une pratique qui donne du bien-être. Et je peux faire ça 15 minutes ou 20 minutes, jusqu'au moment où je sens que ça devient lourd. Quand ça commence à devenir lourd, j'arrête. Et je fais ça très souvent. C'est un bon moyen d'entrer en contact avec son corps, avec son souffle. Générer la joie à la maison,
C'est essentiel. Si on est un pratiquant, c'est essentiel. C'est une joie paisible. Mais en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas non plus, faut pas que ce soit une dictature, il faut pas l'imposer aux autres. Il faut toujours, si on comprend bien la méditation sur la pleine conscience, il faut toujours s'adapter à l'environnement. L'environnement n'est jamais comme on veut. Si on veut absolument adapter l'environnement à ce que l'on veut, c'est moins bien. C'est bien d'y aller de temps en temps, mais après on s'adapte. Ce que je veux dire, c'est que parfois il ne faut pas toujours attendre que ça vienne, que ça vienne des autres. On doit être aussi la personne qui apporte la, la joie, le bien-être. C'est le vœu des monastiques quand ils revêtent la robe. Ils font le vœu d'apporter la joie et le bien-être. C'est le même vœu pour les membres de l'interêtre. Quand on veut mettre notre veste, normalement, on doit réciter ce petit gatha pour souhaiter apporter la joie et le bien-être aux autres. Et c'est tout, c'est notre mission. Mais on n'a pas besoin de veste marron pour faire ça. Il faut d'abord, quelques personnes que l'on soit, il faut d'abord pratiquer de telle sorte que l'on apporte la joie et le bien-être à soi-même, d'abord. Il n'y a pas besoin d'une veste marron pour ça. Au début, j'ai pensé que la méditation, c'est comme un art martial. Et je peux m'asseoir très bien à cette époque. Quand j'ai 26 ans, je peux m'asseoir très bien, les jambes, les deux pieds sur les cuisses. Et, et oui, c'était un art martial et j'ai souffert. J'ai souffert. C'est pas une bonne idée. Il faut que ce soit léger. On peut s'asseoir comme ça, effectivement, pour libérer le bassin, pour libérer la colonne vertébrale, pour libérer la nuque, les cervicales. Au début, on a mal aux genoux, mais ça va passer avec la patience. Comment, comment peut-on apporter la pratique dans le monde? C'est toujours la notion du bouddhisme engagé. La première chose à faire, c'est toujours l'apporter à soi-même, d'abord. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas apporter quelque chose de vraiment bénéfique aux autres. Ce sera, ce sera un peu, mais ce ne sera pas très profond. Si on n'est pas joyeux soi-même, si on ne se sent pas bien soi-même, si on n'arrive pas à faire face à la peur, par exemple, alors c'est pas la peine de parler de la peur aux autres, parce qu'ils vont le sentir tout de suite. En tant que pratiquant, on peut apporter la pratique aux autres par notre manière d'être. Si on prend l'exemple d'une personne qui est en colère, tout le monde sait bien que la colère est très contagieuse dans une famille ou dans une communauté. C'est très contagieux. Quand ça monte, alors ça peut exploser.
J'ai déjà vu cela dans, au village, à la maison d'Inspire, dans les communautés ouais, vietnamiennes. Et si, faut faire attention. La colère, c'est une fleur qui est déjà épanouie, ce n'est pas une graine. Bien souvent, elle est déjà là. Elle est déjà là dans notre cœur. C'est une fleur et c'est très contagieux. L'autre personne peut répondre du tac au tac, instantanément. C'est pourquoi si on cultive la paix du mieux possible, un peu tous les jours, cette graine-là va grandir. Elle va grandir et elle va prendre de la place. Et en fait, la paix, je me demandais au début, qu'est-ce qui fait quand je marche avec Thaï? Qu'est-ce qui fait que je me sente aussi bien alors qu'il ne me dit rien? Juste on marche ensemble. Maintenant, je sais, c'est sa capacité à être paisible. Parce que la paix, c'est aussi contagieux que la colère. Ça marche très bien. Donc c'est une manière, une toute première manière d'apporter la pratique aux autres. On n'a pas besoin de se préoccuper s'ils sont bouddhistes ou pas bouddhistes, ou quelle que soit leur croyance ou pas. C'est pas important. Ils sont comme nous, comme moi. C'est un homme, c'est une femme, un humain. Et leur fonctionnement, c'est le même que le mien. C'est le fonctionnement commun à nous tous. Nous sommes composés de 5 éléments. Le corps, le corps et le souffle, c'est un seul. C'est la forme. Et nous avons les sensations, ce que l'on ressent, et les perceptions. Les perceptions, ce sont les idées. Et il y a les formations mentales. La colère, c'est une formation mentale. La peur aussi. Mais la joie aussi. Le bonheur aussi. Et la conscience. En dehors de ces 5-là, il n'y a rien d'autre. C'est les 5 agrégats, les 5 skandhas. Ces 5-là couvrent tout notre être, le fonctionnement de notre corps et de notre esprit. Et quand on regarde une autre personne, c'est ça qu'on doit voir. On doit la voir sous son aspect des 5 éléments qui la composent. Et on peut faire ça avec une personne que l'on aime, bien sûr, ça c'est plus facile. Les personnes proches, que l'on connaît bien, que l'on aime. On peut le faire avec des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui n'ont pas de lien particulier avec nous. C'est les personnes neutres. Et un peu plus difficile, on peut faire ça avec une personne qui nous cause du tort, ou que nous n'aimons pas, ou qui nous blesse. J'ai vu ça dans une question quelque part. Regarder une personne sous son aspect des 5 éléments qui la composent. C'est très important. Quand on voit une personne comme ça et que l'on se voit comme ça aussi, nous savons que nous sommes identiques. Nous avons un lien
Et nous savons que nous n'existons pas tout seuls. C'est la pratique de l'inter-être. Il faut faire attention. La notion du soi est très forte. Nous pensons que nous existons vraiment, mais c'est très relatif. La situation actuelle peut nous mettre dans une situation de peur, hein, parce que nous savons que alors le moment est arrivé où tout peut changer, bien sûr. Et là, c'est réel, c'est vrai. C'est pas quelque chose d'éloigné, c'est possible. C'est pourquoi il faut cultiver la paix, le calme, euh, la fraternité, la sororité, apporter la pratique aux autres. Il faut l'apporter aux autres, par notre manière d'être. Et pour ça, il faut se renforcer d'abord. Après, il y a beaucoup de moyens de le faire. Chacun fait selon sa possibilité. Le Bouddha a dit quelque chose comme ça. Vous ne devez pas faire de choses qui sont trop difficiles pour vous. Voilà. Il y a des gens capables d'intervenir socialement, politiquement, de toutes sortes de manières, d'autres non. Mais dans tous les cas, chacun doit, si on veut être dans l'engagement de notre pratique, on doit apporter le bien-être par notre manière de faire, de vivre. Beaucoup de gens ont déjà fait ça. On n'a pas besoin d'être bouddhiste pour ça. Et d'ailleurs, pratiquer la méditation d'origine bouddhiste ne nous rend pas bouddhistes. Elle nous rend peut-être humains, c'est tout. On essaye de comprendre. On essaye de comprendre ce qui se passe en nous. On essaye de guérir l'enfant que nous étions. On essaye de guérir nos parents, nos ancêtres. Et on peut faire cela en pratiquant le bien-être soi-même. Et quand on sent que quelque chose de monte, une émotion forte, une colère, des fois on a des colères, on ne sait pas d'où ça vient. Ne cherchez pas trop loin, hein. Il peut toujours y avoir une origine, un héritage. Alors il faut arrêter, il faut s'arrêter, prendre le temps de respirer. J'inspire, je me calme. J'expire, je souris. Oui, ça c'est pas une idée, c'est une pratique. C'est une pratique très facile à faire. Il faut juste un petit effort de dès qu'on prend conscience, on s'arrête. On s'arrête. Quand on sent un agacement qui monte, on s'arrête. On s'arrête mentalement. Et si on peut s'arrêter physiquement, c'est mieux. Ça aide beaucoup. Donc ça, c'est une pratique au long cours, hein. C'est pour la vie. C'est pas pour 30 minutes de méditation assise ou 30 minutes de marche méditative. Non, c'est la méditation assise, la marche, ce sont des pratiques essentielles, bien sûr, mais si on ne continue pas dans la journée, alors ça ne sert pas à grand-chose.
Et de temps en temps, on doit faire face à l'angoisse ou à la colère de nos proches ou de personnes intolérantes. C'est normal, c'est normal, tout à fait normal, c'est la vie normale. Dans ce cas-là, le silence est toujours bienvenu. Et regardez la personne sous sa forme des 5 éléments, des 5 agrégats. Cela apporte beaucoup de compassion. On n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. On a juste besoin d'être là, même si c'est difficile. Il m'est arrivé une fois d'assister à une scène comme ça avec... C'est avant la maison de l'Inspire, hein. C'est à la maison, la vieille maison Fleur de Cactus à Noisy-le-Grand, où une dame, donc c'était que des Vietnamiens, une dame s'est levée et elle a invectivé Thaï violemment. Et Thaï n'a rien fait. Il est resté, il l'a écouté, il n'a rien dit. Il a accepté tout ce qu'elle a dit et il n'a pas répondu à la colère de cette dame. Alors peut-être on ne peut pas faire à ce niveau-là, mais il faut essayer. C'est une démarche pour vivre avec l'autre ou avec les autres. Et c'est toujours l'engagement en fait. Et même si on est un pratiquant, que nous nous engageons dans le service social, les associations, les prisons, l'aide aux gens défavorisés ou en politique, alors il faut redoubler de pratique, je pense, pour être vraiment solide. Se sentir stable, se sentir comme une montagne, on a ça dans une chanson. Qui c'est qui va chanter? Swan, elle va chanter. On a ça dans une chanson. Je suis solide comme une montagne. C'est pas une idée, hein. C'est pas juste une idée, c'est une pratique. Si on étudie la pleine conscience, alors il y a une chose qu'il faut gommer. Il faut gommer les idées. Parce que toute chose est une pratique qu'il faut essayer et c'est toujours très simple à faire. Et avec beaucoup de légèreté, beaucoup de joie. Bien sûr, on a le droit aussi d'être triste. Ça arrive à tout le monde. Et alors, c'est pas parce que je dis tout ça que j'ai parfaitement réalisé tout ça, bien sûr, pas du tout. C'est parce que je travaille. Je travaille aussi. J'ai même le plus grand maître de méditation ou du dharma a aussi les mêmes problèmes que nous. Et il travaille, c'est pour ça. Donc il connaît un peu plus le chemin, quoi. Bien sûr. Et de temps en temps, on se rencontre en communauté. C'est pour le ressourcement, pour la détente. Le retour en communauté ne doit pas être une difficulté. Les rencontres en sangha
devrait être toujours joyeuse, légère, ne devrait pas être difficile. Il ne devrait pas y avoir de tension du tout. Quand on arrive à la Sangha, c'est comme quand on arrive au monastère. On a un sac à dos très lourd sur nos épaules. Et ce sac à dos très lourd, on le dépose au pas de la porte, on le laisse dehors. Parce que dedans, plus rien ne compte. Le temps où on est à l'intérieur, dans la Sangha, dans la communauté, plus rien ne compte. Une seule chose compte, c'est relâcher les tensions. Et chacun de nous devrait être un acteur de ça. Ne pas attendre après les autres, mais apporter cela. La joie, le bien-être, c'est une vraie pratique aussi. Et parfois, si quelqu'un ne peut pas faire ça, est encore tendu ou blessant, alors on doit l'accepter. On ne doit pas le lui reprocher. On doit essayer d'apporter un peu de baume à son cœur. Il est 9h15. Et alors, monsieur Pépineau, qu'est-ce qu'on a dit? On laisse de la place pour du partage, des questions, c'est ça? Mais pourquoi pas, oui, pourquoi pas, oui. Est-ce Voilà, que des tout le monde questions est spontanées. d'accord? Alors, je propose, il y a trois possibilités, hein. Soit dans converser, vous mettez un tout petit mot, simplement un mot, et après je vais voir. Ou alors la réaction, là, la petite réaction comme ça ne dure pas toujours 40 minutes. Ou simplement lever la main à l'ancienne, comme ça, là, je ferai tout le tour. Voilà, je vais essayer de... voilà, merci. Peut-être un son de cloche. Et après, j'ouvrirai le, votre, votre son. Goliane, ça va, Goliane? Peut-être un son de cloche avant ou pas? Non. Oui, Ben oui, oui. voilà. On va faire un petit son de cloche. Je le fais, hein? Les personnes qui n'ont pas leur caméra peuvent l'activer, hein. Elle est où, Swan? C'est elle qui chante une chanson? Ouais, j'ai demandé d'ouvrir la caméra, mais... Alors... Est-ce que quelqu'un veut Non, non, chanter une non, chanson? je ne suis pas votre profil. Mais... Ah, oui, j'avais ouvert. Non? Alors, qui souhaite poser une question? Pas pourquoi. Fais tout, je ne vois rien. Euh, Michel. Michel?
Attendez, Michel. Moi, je veux bien, mais c'est qui Michel? Ah oui, c'est Michel, il est là. Voilà. Je t'ouvre. Voilà, tu peux. Je suppose que tu voulais poser ta question, Michel. Oui, je voulais juste euh, d'abord remercier Jean-Pierre pour ce magnifique partage. Mais aussi, au début de ton partage, Jean-Pierre, tu parlais que c'était bien, voire mieux, d'avoir un conjoint qui n'est pas dans la pratique ou pas sur le même chemin de pratique. Moi, je voudrais témoigner de comment c'est bien, alors mieux, je ne sais pas, mais comment c'est bien aussi d'être en couple avec quelqu'un qui est sur ce même chemin et de cheminer ensemble et de construire la relation d'amour dans la pratique, justement. Voilà. Je voulais juste témoigner de ça. Merci. La caméra est désactivée, vous l'avez fermée. J'essaie de. Alors. Est-ce qu'il y a des partages? D'autres partages? Est-ce que tout va bien? Dominique, me semble-t-il, qui a levé la main, non? Je ne sais pas. Oui? Non? Oui. Le Est-ce que pouce. tout va Voilà. bien? C'était le pouce. Voilà. Dominique? Non? Non, j'avais pas de questions, c'était juste que tout va bien. Ah, Je suis contente d'être là avec vous et merci pour ce beau partage empreint de simplicité. Merci beaucoup. Il y a des choses écrites. oui, vous avez parlé. Martine. Martine. Alors, Martine. Vous avez parlé de la douleur. J'ai une maladie orpheline Ouais. et je souffre beaucoup des jambes. Martine. Je vais essayer de l'activer. Il peut peut-être pas le dire avec sa voix. Martine. Elle est où, Martine? Je l'ai activé. Dans la deuxième page, non? Mais c'est peut-être pas. Ah oui, je la vois. Martine Schubert. Mhm. Vous pouvez Ça, parler? je m'amuse avec l'écran, alors je vais pas être très sérieux maintenant. Non. Non. Mon son ne fonctionne pas, mais pourtant je l'ai. J'ai parlé de la douleur parce que j'ai une... Je sais pas si c'est une maladie, j'en sais rien, mais je souffre beaucoup d'un œil. Depuis 12 ans, un peu plus de 12 ans, je souffre beaucoup d'un œil. Et l'œil n'est pas malade, pas du tout. Apparemment, c'est vasculaire seulement. Et d'où ça vient, alors là, impossible de le savoir, mais c'est toujours là. C'est toujours là, et des crises très fortes tous les 6, 7 ou 8 jours. Et ça dure des heures, ça dure des nuits, ça dure des jours. Et jusqu'à maintenant, je prends de l'anti-inflammatoire. C'est la seule chose qui calme un peu la douleur. Ça, c'est pour les crises.
Bien sûr, alors la pratique de la méditation et de la respiration m'aide beaucoup. Bah, sinon, une fois par semaine, je serai aux urgences normalement, obligatoirement. Alors comme j'aime pas trop les urgences, voilà. Et en fait, je change pas ma vie, pas grand-chose qui change. Je m'occupe pas de la douleur. Je sais que ça peut arriver n'importe quand, n'importe où. La crise forte. Entre les crises, ça me gêne, ça peut me gêner, effectivement. Et donc, mon objectif, c'est soit espacer les crises, soit ne pas prendre l'anti-inflammatoire. Ça veut dire supporter la crise comme ça. Donc, je commence à y arriver un peu. Soit à espacer un peu, soit à sauter une semaine ou 2 semaines pour la prise d'un médicament trop fort. Donc, j'ai bon espoir. La gaieté est un élément important là-dedans. Sinon, très tôt, j'ai remarqué que si on sombre, si on se laisse aller au désespoir ou à l'énervement, alors les crises sont multipliées par 10. Et comme c'est déjà 10 fois plus fort que une simple douleur, migraine, c'est ça. Donc, j'ai connu des gens hein, qui ont eu ça, et même des sœurs, certaines sœurs vietnamiennes, j'en ai connu deux qui ont eu ça, et qui l'ont encore. Mais une a réussi à surmonter, après 7 ans de souffrance, elle a réussi à surmonter le problème. Elle m'a dit comment, alors moi j'y arrive pas encore. C'est peut-être parce que je suis trop... Oui, je suis pas dans un monastère, donc c'est moins facile. Donc bon, on sait pas. Je cherche pas à savoir d'où ça vient. Je cherche juste à vivre avec sans me désespérer, quoi. Et pour ça, j'y arrive très bien. Et je fais pas comme d'autres personnes qui, même avec des crises moins fréquentes, ne sortent plus de la maison, quoi, parce qu'elles ont peur. Moi, non, je m'occupe pas de tout ça. Je sors, je fais n'importe comment. Et oui, ça m'arrive d'avoir des fortes crises en dehors et, et même dans les rencontres en communauté, tout ça. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Voilà, c'est... Maintenant, bon, il y a une chose à se rappeler, ce sont les remémorations. La première, c'est nous savons que nous allons vieillir, nous savons que nous allons être malades, et nous savons que nous allons un jour partir. On n'existera plus dans cette forme-là. Et la quatrième, c'est tout ce qu'on possède et tous les amis que l'on a, un jour, il faudra les quitter, bien sûr. Et la dernière, ça concerne le karma. La seule chose qui va rester, c'est la conséquence de nos actes, de nos pensées et de nos paroles. Voilà, ça c'est le seul truc. On parle pas de réincarnation, mais
on parle de continuation. Ces choses-là sont transmises déjà avant, de toute façon. Tous les jours, on transmet des choses à nos proches, à nos amis, tous les jours. On en reçoit et on en transmet. C'est le karma. C'est nos actes, nos pensées et nos paroles. Donc c'est une pratique, c'est pas quelque chose qui rend triste. On n'essaye pas de vivre dans l'illusion que notre vie va durer toujours en bonne santé, ça c'est sûr. Bien sûr, si on est en meilleure santé, c'est plus facile, peut-être. Voilà. Alors, il y a une question. Annette, je pense, qui voulait aussi la question. Je vais t'activer. Attends. Il faut d'abord activer. Active ton son. Voilà, vas-y. Voilà, c'est bon? C'est très bon, merci. Tu peux aller. Voilà. Eh bien, bonsoir tout le monde et bonsoir Jean-Pierre. Moi, j'ai toujours une question par rapport à la colère. Et je vois bien qu'il y a quelque chose qui m'échappe complètement. Et ça fait depuis longtemps. Donc, j'exprime ceci, c'est que quand je suis énervée par la personne qui m'est proche, par exemple par rapport à mon mari, et que je lui exprime ma colère, eh bien, lui, il a l'habitude de rester dans le silence. Et ça m'énerve encore plus. Mais alors là, ça m'énerve. Et parce que je trouve qu'à ce moment-là, moi, j'aurais envie vraiment qu'on communique par des mots. On essaye de se comprendre avec une parole bienveillante. Et c'est un petit peu comme tu as expliqué avec Thaï dans l'assemblée, avec la dame vietnamienne, qui est en colère, qui exprime sa colère vis-à-vis de Thaï. Et Thaï reste dans le silence. Et alors, tout de suite, mais je suis énervée d'entendre ça, quoi. Et donc, j'aimerais bien avoir un éclairage, pas sur celui qui reste en silence. Enfin, la question reste pour moi quand même, en quoi est-ce que je peux être aidée quand l'autre est en silence? Parce que j'ai l'impression que je me retrouve devant un mur. Voilà. Qu'est-ce que je fais avec ça et comment est-ce que je peux cheminer? Voilà, merci déjà pour ta réponse. Oui, je vais essayer. Ça s'appelle le mur du silence. Et il y a des silences qui énervent tout le monde. Parfois, je dois faire face à ça aussi à la maison, au silence qui m'énerve. Et alors au silence, il faut opposer le silence. Parce que c'est vrai qu'il y a des silences qui font du bien, mais il y en a qui énervent. Et c'est volontaire, je pense. C'est pour voir si tu pratiques bien. Alors, peut-être la solution, c'est de garder le silence. Toi aussi. Et ne pas laisser apparaître l'énervement, l'agacement. C'est une mission difficile. Parce que sinon, tu es comme harponné comme ça par le silence de l'autre personne. Parce que ce silence t'énerve. Et tu es pris dans l'énervement. C'est classique. C'est un processus classique avec n'importe quelle émotion. C'est l'émotion qui te commande. C'est pas le silence de l'autre personne, c'est ta propre émotion qui te commande. Et, et c'est ça qu'il faut combattre, entre guillemets, pas de violence. Quand on sent, quand tu sens l'agacement qui monte comme ça, alors il faut pratiquer l'arrêt tout de suite
tout de suite, revenir à la respiration et ne pas s'accrocher à ce que t'envoie l'autre personne. Parce que c'est comme un hameçon, et si tu mords à l'hameçon, c'est foutu. C'est ça, la pratique. Il faut s'arrêter tout de suite. C'est toi qui sens en toi l'agacement. Et si tu arrives à t'arrêter le plus tôt possible, c'est le mieux. Et pratiquer la respiration, et c'est tout. Mhm. C'est pas quelque chose de très facile à faire, mais c'est pas impossible. C'est tout à fait faisable. Il y a quelque chose qui s'appelle le lâcher prise. Et cet agacement, il est là, c'est sûr, mais il faut pas s'accrocher à lui. Voilà. Il faut le laisser partir. Il va partir. Et le seul moyen, c'est revenir à soi. On a un corps, on a une respiration, et on revient à soi, c'est tout. Juste ça. Tout ce qu'il y a dans la tête à ce moment-là, on on n'en tient pas compte. Parce qu'on peut avoir plein de pensées destructrices. Ça m'agace, ça m'énerve. Et il y a d'autres choses qui peuvent arriver très vite. Toutes les critiques, les défauts, tout ça, ça peut monter très vite. C'est la colère. Mhm. Voilà, donc la pratique, c'est ça, hein. Essayer de pratiquer l'arrêt le plus tôt possible par rapport à son émotion forte. Parce que si on regarde le silence de l'autre personne comme étant provocateur, la vérité c'est que c'est en soi-même que cela se produit. C'est pas à l'extérieur de soi-même. À ce moment-là, on donne une identité à ce silence-là de l'autre personne. Et ça, c'est pas possible. Cela n'existe uniquement que parce que tu nourris ça. C'est déjà là en toi. Mhm. Je sais pas trop regarder, des fois je regarde la caméra, des fois je regarde l'image. C'est vrai. Ils auraient dû mettre la caméra dans les images. Voilà, en gros, c'est ça, hein, c'est la pratique, c'est vraiment ça. Concrètement, c'est ça. C'est s'engager vis-à-vis de soi-même. Mhm. Et il y a un petit effort à faire. Voilà. Merci. Olivia, je pense, voulait aussi poser une question. Je t'en prie. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous. Jean-Pierre, tu as parlé de la douleur. Martine a parlé d'une maladie orpheline avec de la douleur pour elle. Et moi, ce qui m'handicape le plus, c'est l'épuisement et la fatigue. Entre autres mots, M-A-U-X. Mm. Il n'y a aucun, enfin, comme il n'y a aucun traitement à ce jour connu, reconnu. Je suis aidée par des médecins formidables dans des médecines entre guillemets parallèles. Et depuis, je crois que ça fait 4 ou 5 ans que je ne suis même plus capable de me déplacer aux réunions de Sangha. Et quand je te dis ça, je sens l'émotion me monter parce que pratiquer seul, c'est bien, mais pratiquer avec les autres, c'est mieux. Et alors, quelque part, c'est la gratitude envers ce Covid. Et puis, là, ça fait la 5e semaine, je crois, que nous sommes tous ensemble. Et donc, pour ça, merci pour cela. Enfin, voilà, pour cela, j'ai vraiment énormément de chance. Mais voilà, comment pratiquer malgré tout avec l'épuisement? C'est un épuisement physique, cognitif.
Et là, rien que d'être là ce soir, je sens que mon cerveau est prêt à exploser, mais j'ai besoin. Enfin, mais en même temps, tu parlais de se nourrir des bonnes choses. Ça me permet de me nourrir d'une bonne ou de bonnes choses. D'être là avec vous. Quand je suis trop fatigué, je pratique la marche lente dans mon appartement. Je vais très lentement, c'est très lent. Je ne fais pas d'effort du tout. Je ne dépasse jamais 15-20 minutes. Mais déjà 5 minutes apportent beaucoup de bienfaits sur cet état de fatigue. Parce que marcher de telle façon que on, on n'est plus pris par le flot des pensées. On est juste là dans les pas, le souffle, le corps, même dans un appartement. C'est faisable, très faisable. Au contraire, il n'y a rien pour nous distraire, donc on est vraiment concentré. Cela apporte une énergie bienfaitrice. Et bon, je propose ça, c'est à essayer, hein, bien sûr. C'est pas une vérité absolue. Moi, je sais ce que ça fait sur moi, hein, et ça apporte du bienfait, oui. Il y a une énergie qui se développe au fur et à mesure des minutes et des pas, et il y a un bien-être qui s'installe dans le corps. Voilà. Et quand on ne peut pas rester debout et, et marcher parce que ça provoque des vertiges. Moi, je m'assois, mais Alors, évidemment, on peut toujours pratiquer de même façon assis, bien sûr. Pratiquer la respiration consciente assis, il faut le faire. Si tu peux pas marcher du tout, ou presque pas, mais si tu peux marcher un tout petit peu, il faut essayer. Si par exemple, je dis la marche parce que la marche c'est plus facile. En étant assis, ce sera plus difficile, c'est sûr. Mais la marche c'est plus facile parce qu'on peut apporter une détente plus facilement au corps en marchant. Parce que si pour s'asseoir et être bien détendu, il faut pouvoir s'asseoir le dos bien droit. Faut pas être avachi quelque part dans un truc. Ça c'est pas l'idéal, c'est pas le mieux. Pour vraiment détendre le corps, il faut pouvoir s'asseoir le dos bien droit. Ou alors, carrément, il faut faire la méditation, la relaxation. Et si possible, sur un sol le plus dur possible, ou avec un petit matelas. Et il faut faire ça 2 fois, 3 fois par jour. Mais par exemple, si tu as des problèmes pour marcher, mais si tu peux faire 3 pas, 5 pas, tu fais ça tous les jours. 3 pas, 5 pas, pas plus. Mais il faut le faire régulièrement, tous les jours. Au début, c'est 1 fois par jour et peut-être après le matin et le soir. C'est le but, c'est de créer l'énergie. L'énergie d'habitude, mais l'énergie pour retrouver le corps. Moi, je pense que c'est possible. Tant qu'on peut se lever et faire 2 ou 3 pas, alors faut en profiter pour les faire de cette façon-là. Comme si c'était la dernière chose, la plus importante de ta vie à faire. Il n'y a rien d'autre. Je fais mon premier pas et j'inspire profondément. Je fais mon deuxième pas et j'expire.
profondément, mais sans forcer, pas d'effort évidemment. Mais si on est très fatigué, de toute façon, les efforts, on n'en fera pas beaucoup. Ça tombe bien. Et la relaxation, oui, ça c'est bien. J'y pensais pas tout de suite, mais c'est des choses que je fais aussi. Par exemple, quand je suis au village hein, et que je dois rentrer à la maison, euh, alors je sais que le retour, je peux pas m'arrêter en route parce que les sœurs ont la maladie de remplir ma voiture de légumes pour les autres sœurs. Alors je fais le fret monastique et souvent je suis très fatigué en fait avant de partir pour des raisons, les raisons de santé quoi. Et je dors pas bien et tout ça. Alors j'ai une technique. Avant de partir, je vais au hameau du bas, je vais dans la petite salle de méditation tout seul et je m'allonge sur le plancher pendant 15 minutes, 20 minutes. Et quand je me relève, je suis tout neuf parce que j'arrive à bien relâcher mon corps. Quand Tai nous a enseigné la relaxation il y a 35 ans déjà, et il nous a dit il faut vous allonger comme un chat qui s'allonge. C'est ça. Et quand vous regardez un chat qui est détendu sur le sol, vous pouvez croire que le chat fait partie du sol, il est rentré dedans. Et il faut s'allonger comme ça. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose de plus. Alors moi je fais ça, et oui, après 15-20 minutes, hop, je me lève et j'attends pas d'être à nouveau fatigué, je pars. Et ça va, j'ai plus sommeil, je me sens mieux, et je peux conduire tout le trajet, quoi. Enfin, avec quelques arrêts quand même. C'est-à-dire, je fais tous les bars en passant sur la route. Ah non, non, ne faut pas retenir ça. Voilà. Claude a levé la main. C'est Il est où, Claude? Claude? Non, on est parti. Ok. Une dernière question, peut-être maintenant. Dernière question. Donc, On a encore 15 minutes, c'est ça? oh, un petit peu, un petit peu moins peut-être parce que Oui. la plupart, enfin c'est comme j'en veux, mais alors, non. Ah, Michel Berger, voilà, je t'active, vas-y, je t'en prie. Michel, Bonsoir, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir tout le monde. Ça me fait très très plaisir de voir tous ces visages et de voir qu'on est si nombreux ce soir. En fait, je voulais partager quelque chose que j'ai vécu pendant ce confinement qui est en fait une retraite et un arrêt intéressant. Je vis ça très bien. Je veux dire que j'ai beaucoup de chance et voilà. Et j'ai eu l'occasion de faire une retraite de 3 jours et au cours de cette retraite, j'ai été confrontée à une ancienne graine, je vais dire que je connais bien, qui est au fond de moi et qui remonte, je dirais plus rarement ces derniers temps, mais qui est remontée assez fort, c'est la culpabilité. Et la culpabilité, je l'ai ressentie parce que, en fait, quand je suis privilégiée, je me rends bien compte, je suis dans le sombre, hein, là, voilà, je vais peut-être me rapprocher un petit peu. En fait, la culpabilité est quelque chose de difficile parce que si je suis et quelque chose que je remercie quand même, parce que si je suis ici ce soir et si j'ai commencé à méditer il y a très longtemps, je crois que c'est grâce à la culpabilité.
qui était un pilier assez important chez moi. Et j'ai beaucoup travaillé avec, mais là, elle est revenue parce que comme je suis assez privilégiée pendant le confinement, j'ai pensé à toutes ces personnes qui ont besoin de travailler pour manger. Et, et je me suis dit, finalement, qu'est-ce que tu fais pour elles? Alors, tu as en partie répondu à ma question en disant qu'on fait en fonction de ses moyens tout à l'heure, Jean-Pierre. Néanmoins, je me dis pour les enfants qui n'ont pas suffisamment à manger et qui sont en souffrance, et je suis en contact avec Lily au Pérou régulièrement, elle est confrontée à ça, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas assez à manger. Je me dis, voilà, c'est quelque chose... voilà, je pratique avec ça, je respire pour moi, mais j'aimerais bien faire un petit peu plus, quoi. C'est pas toujours évident. Voilà, c'est ça que je voulais un peu partager. Donc, je suis quelqu'un qui a des idées, alors j'ai toujours des idées, mais j'en ai parlé à Pépino. Voilà, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants? Je me suis dit d'abord faire pour les gens qui sont tout proches ici. J'habite à Waterloo en Belgique et tout près de la gare, pas tellement loin de la gare. Ici, près de la gare, il y a un endroit où les gens, il y a une banque alimentaire où là, je sais porter des choses. C'est assez concret. Mais je vais dire pour les enfants qui sont plus loin et qui souffrent, euh, pour ces familles qui souffrent de ne pas être certains d'avoir de la nourriture pour le lendemain, je veux dire que c'est d'abord manger et puis le corona, c'est après, quoi. Voilà, je voulais partager ça, que je suis confrontée à ça et je me dis, je ne dois pas être la seule, mais c'est quelque chose qui me touche et profondément, quoi, je veux dire. Merci, merci du partage. Néanmoins, il ne faut pas sombrer dans la culpabilité. Il ne faut pas la nourrir. Non. Si quoi que tu puisses faire pour les autres, ce sera déjà beaucoup. Le fait même d'y penser, de savoir que ça existe, c'est déjà beaucoup. Parce que peut-être on fera attention un peu plus à notre façon de consommer les choses par rapport à ça. Après, bien sûr, pour s'engager, il y a toujours des associations ou l'engagement personnel. On peut toujours aider, évidemment. Il y a plein de moyens pour aider. Mais il ne faut pas nourrir la culpabilité. Surtout pas. Ça n'aide pas les autres. Je ne suis pas un grand spécialiste des associations, des organisations sociales, mais autrefois ça m'est arrivé, oui, de participer à l'accueil des boat people. Bien sûr, je ne pouvais pas leur donner de rien, pas grand-chose, mais je leur ai donné mon temps, ma personne, les petits moyens que j'avais, quoi. Et aujourd'hui, ben, si on regarde à Paris, c'est Paris, disons, en gros, c'est minimum 10 000 personnes dans la rue. Ça, c'est les personnes normales, entre guillemets, auxquelles il faut rajouter des milliers de migrants. Voilà. Paris et la région parisienne, c'est ça. Mais ce n'est qu'une facette. Il y a aussi la facette des milliers de personnes qui vivent, qui ne peuvent pas louer un logement, qui ont un travail mais qui n'ont pas d'argent pour louer un logement et qui habitent dans des sortes de campings autour de Paris.
Et ça, c'est une grande misère aussi, parce que ceux-là, ils travaillent et ils ont un salaire, mais ils ne peuvent pas louer un logement non plus. Parce que le salaire, c'est pas grand-chose. Il faut savoir tout ça pour faire attention à notre consommation. Comment on consomme, voilà, il faut faire attention. Et être conscient que nous avons déjà beaucoup de chance, beaucoup de conditions de bonheur. Moi, évidemment, chez moi, je ne peux pas me plaindre, ça c'est sûr. J'ai j'ai une certaine chance, évidemment. Je ne suis pas dans la rue, c'est déjà pas mal. Et le peu que je peux faire, quand je peux le faire, je le fais. Il faut faire selon ses moyens. Et parfois, ça se manifeste sous un... De temps en temps, on envoie un peu d'argent à une association, et voilà. Et on espère que ce... Elle est passée où, Michel? Ici. Ah oui, elle est là. Ah oui, c'est parce que ça bouge tout seul. Ah oui. C'est parce qu'il y a des associations qui s'occupent bien aussi quand même. Donc, quand on ne peut pas aider directement, on donne un peu des moyens à ceux qui peuvent le faire. Quand je travaillais encore, il m'est arrivé, près de mon travail, il y avait des gens, c'était même pas des clochards, hein, c'était des étrangers qui s'étaient installés là, sous le pont du périphérique. Ah ben, ça m'est arrivé de leur laisser, d'acheter un sandwich pour eux, quoi. Voilà, c'est des actes comme ça, hein. Évidemment, je ne vous conseille pas de donner de l'argent à tout le monde à Paris, parce que en un jour, vous n'aurez plus rien dans votre compte. En faisant toutes les lignes de métro, alors là, vous allez voir, ça va se vider très rapidement. Et c'est l'an dernier, où oui, il y a un an déjà à peu près, on est sorti avec ma femme voir quelque chose, et puis on a trouvé 20 euros par terre. Alors on ne savait pas quoi en faire, et on a décidé on reprend le métro, on a fait les monnaie, 4 fois 5, et on a décidé de donner 4 fois 5. On a très vite donné, hein. Dans le métro, c'est très vite. Et il y en a un, il a pris le billet, il n'avait pas l'air d'avoir capté que c'était un billet de 5 euros. Et au moment où le métro est parti, il est venu devant la vitre pour me faire un signe de remerciement. Mais il était complètement ivre, hein. Mais malgré tout, il avait capté quand même. Et il était tellement heureux. Bien sûr, c'est infini, hein. La misère est infinie. C'est pour ça que le Bouddha a dit, il y a la souffrance en premier. Parce que c'est la vérité, c'est une constatation. Et je ne sais pas si autrefois il y en a plus que maintenant, ou maintenant plus qu'avant, mais de toute façon, il y en a beaucoup. Merci. Voilà, merci Jean-Pierre. Ben, on peut s'arrêter ici officiellement et après on peut sortir les frites, hein, comme tu Ah voulais. oui. Et oui, et puis Swan va chanter une chanson, bien sûr. Voilà, Elle ne voilà. veut pas. Non, je suis pas coiffée, ça va pas du tout, quoi. Mais juste merci pour ton partage. Oui. J'ai beaucoup aimé tes petits rires qui ont ponctué enfin, le Dharmato que tu as donné. Tes petits rires, c'était vraiment très, très joli. Et en fait, je voulais aussi comment on peut générer de la joie parce que là, ça plombe, quoi. Je veux dire, je comprends qu'il y a de la
lourdeur, qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent pendant cette période qui est un peu anxiogène, avec tous nos traumas qui ressortent et qui explosent dans tous les sens. Mais c'est très cool, là, on est tous ensemble et ce serait bien de générer l'énergie de la joie, parce que ce qui est aussi, on est dans la non-dualité, à la lourdeur, il y a la légèreté, à la culpabilité, il y a la naïveté. Salut Coliane, d'ailleurs. Et voilà quoi. Donc, est-ce que tu peux nous donner des petits tips secrets pour comment tu fais pour générer la joie? Mais bon, là, je peux pas chanter de chanson parce que, comme je te dis, je suis pas apprêtée. La prochaine fois, avec plaisir, mais pas aujourd'hui. Et voilà, comment on peut faire pour générer la joie, pour finir en beauté ce magnifique Dharmato qu'on vient d'avoir et honorer ta présence. Oui, il y a une chanson en vietnamien, mais je vais Ah vous la ouais. dire en français. Je ne chante pas, hein, mais je vous la dis en français. Euh, la terre pure est ici. C'est ici que se trouve la terre pure. Un sourire, c'est la pleine conscience. Le Bouddha, c'est une feuille d'automne. Le Dharma, c'est un nuage. La Sangha se trouve partout, ici et maintenant. J'inspire, j'expire. Euh, L'esprit n'est plus entravé par les afflictions. Je chemine dans ma vie, je chemine dans la liberté. Voilà. C'est pas mal, hein? Alors, prenez soin de vous, protégez-vous bien pour ceux qui vont retravailler, bien sûr, ou qui travaillent déjà, je ne sais pas. Moi, ça change pas grand-chose, je reste à la maison. Pépino, Oui, oui. on s'arrête là alors? Officiellement, oui, mais après, hein, peut-être un son de cloche, je ne sais pas. Et après, Encore un son de cloche? oui. C'est mon Non, 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 non. Attends, c'est non, non. mon net. Attends, attends. Je ne crains pas de réveiller les voisins, ils dorment à 2 ou 3 heures du matin. Merci, voilà. Et alors, je vous dis aussi que nous étions en direct sur Facebook aussi. Ah ouais, live sur Facebook, Euh, live. et, et donc, je vais arrêter. Donc, il y a moyen de réécouter, hein. C'est sur notre site, voilà, de Sangha des Pommiers.